Jeunes gens, on va commencer la conférence. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants. Alors j'ai un discours préparé, mais je vais quand même vous dire que je suis vraiment content de vous voir. Après avoir survécu le trek et les premières journées ici, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir de vous voir bien. On a aujourd'hui une conférence qui va être de grande qualité. Je pense que vous n'allez pas être déçus du voyage. Et je vais recoller à mon texte. Il me revient l'honneur d'introduire cette conférence sur l'entrepreneuriat des jeunes, la transformation digitale. Et nous sommes très honorés de vous avoir, Monsieur Chamy, et nous nous réjouissons du moment que nous allons passer ensemble. Monsieur Ahmed Reda Chamy est originaire de Casablanca. Il est ingénieur de formation, diplômé de l'École centrale de Paris. Aujourd'hui, Centrale Supélec, vous le savez tous, une école chère à l'ESSEC, puisque nous avons, avec l'École centrale, un certain nombre de collaborations et de programmes communs et une vision stratégique partagée. Monsieur Reda a ensuite passé du temps aux États-Unis où il a obtenu son MBA à la Anderson School of Management à UCLA. Avant d'occuper des fonctions éminentes au service de l'État marocain, M. Chamy a travaillé dans le secteur privé. Après 2 expériences entrepreneuriales, il a notamment été directeur général de la centrale laitière du Maroc, directeur général de Microsoft Afrique du Nord et de l'Ouest, avant de devenir président de cette même société en Asie du Sud-Est, basée à Singapour. Une autre destination qui nous est chère, puisque vous le savez tous, nous y avons un campus installé depuis 2005. Vous revenez ensuite dans votre pays pour occuper des fonctions de directeur général au sein du groupe Saham, un pilier du secteur privé marocain. Et c'est au terme de ce tour d'horizon du business et du management que l'État fait appel à vous en 2007 pour intégrer le gouvernement comme ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. Vous restez en poste jusqu'à votre élection comme député de Fès. Suite à ce mandat, vous vous envolez pour Bruxelles afin de représenter les intérêts de votre pays à l'Union européenne en tant qu'ambassadeur. Et depuis 2019, vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental, une institution constitutionnelle indépendante mise en place par Sa Majesté le Roi en 2011. Et tout comme notre cher professeur Hamid Bouchiki, qui était avec nous ici il y a une dizaine de jours lors d'une conférence inaugurale, vous avez eu l'honneur d'être nommé au sein de la commission spéciale sur le modèle de développement. Avec tous ces points communs, finalement, il était long overdue que nous puissions nous rencontrer, que vous puissiez passer un petit moment ici à l'ESSEC, et cette visite est quasiment une évidence. Je tiens à vous remercier très sincèrement d'être là avec nous, Monsieur le Président, d'avoir accepté de rencontrer nos étudiants qui sont venus ici passer 2 mois et demi, vivre aussi à la rencontre d'un nouveau pays et d'une nouvelle culture autour d'une thématique qui est le Doing Business in Africas, puisque nous en avons parlé tout à l'heure.
Il me reste à vous souhaiter à tous et toutes une excellente conférence. Et Monsieur le Président, the floor is yours. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir que d'être là avec vous cet après-midi. Alors, le président de l'université s'est un peu trop avancé en disant que ça va valoir le détour. Bon, on verra après. Hein. Je vous demanderai de noter, vous m'enverrez, s'il vous plaît, vos notes entre 1 et 10 au CESE. Mais autre point, avant que je n'aborde cette conférence, en fait, je ne pensais pas trouver une telle diversité dans cet amphi. Donc bravo. Bravo d'avoir fait le pas et d'être venu passer quelques mois ici, d'accord, au Maroc, pour, selon ce que j'ai compris, comprendre un peu comprendre mieux comment on faisait le business en Afrique. Alors j'ai dit au prof qui a cette lourde tâche de vous initier sur le Doing Business in Africa, qu'en fait l'Afrique était vraiment diverse. Et donc ce que vous voyez au Maroc, ce que vous allez comprendre du Maroc, ne s'applique pas forcément à l'Afrique. Et en fait, il y a des pays qui sont bien avancés, le Maroc en fait partie, il y a des pays qui sont moyennement avancés, il y a des pays où ils sont vraiment en retard. Et donc, clairement que les problématiques qui se posent dans ces différents pays sont extrêmement variées, diverses, différentes même. On m'a demandé de parler d'entrepreneuriat. Alors là aussi, moi j'ai une presse qui s'adresse principalement aux Marocains qui ont fait leurs études ici au Maroc. Et Dieu sait qu'on essaye de promouvoir l'entrepreneuriat, parce qu'on va le voir tout à l'heure, pour diverses raisons. Et donc, ça va m'être difficile de coller à la presse. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire beaucoup de diversion, de digression, de floor is yours, en fait. Et vous allez voir aussi que si vous pensiez que vous allez passer un après-midi tranquille, eh ben, détrompez-vous, parce que c'est vous qui allez parler plus que moi à la fin. Donc, on y va. Première des choses, combien d'entre vous veulent devenir entrepreneurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, les autres, puisque ça ne les intéresse pas l'entrepreneuriat, ils peuvent partir au bar, juste à côté. Mais bon, on va vous parler d'autre chose que d'entrepreneuriat. On va parler aussi de transformation numérique, digitale. Et je crois que ça intéresse tout le monde. Alors, quand je suis dans une université marocaine et je pose cette question, vraiment, j'ai une grande majorité qui lève la main. Alors, c'est peut-être par complaisance, d'accord, qui font ça, pour me faire plaisir. Mais vraiment, il y a une véritable, je dirais, il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir entrepreneurs au Maroc. À votre avis, pourquoi? Pourquoi il y aurait plus de jeunes qui voudraient devenir entrepreneurs au Maroc? Je vais commencer parce que vous êtes juste à côté. Oui. Parce que je dirais d'abord parce que les opportunités d'emploi, c'est pas pareil qu'en France. Merci. Quand on fait des études, on n'a pas les mêmes opportunités dans un pays comme le Maroc qu'en France. Absolument raison. Oui. C'est peut-être la première raison. La première raison, c'est qu'ils se disent l'environnement, je dirais, de l'entreprise ici n'offre pas les mêmes opportunités qu'on pourrait avoir auxquels ils aspiraient, donc ils se disent on va créer notre propre entreprise pour pouvoir justement aller et construire cet avenir qu'ils veulent, si vous voulez, qu'ils idéalisent. Claire. Pourquoi l'entrepreneuriat est important? Maintenant, je suis désolé pour les autres qui veulent aller dans le salariat, mais bon, moi j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat, le président en a parlé. Il a cité 2 entreprises. En parallèle, quand j'étais aussi député, j'en ai créé d'autres. Mais je suis devenu finalement, j'ai fait du salariat dans le privé, j'ai fait du salariat dans le public. Donc pour moi, il n'y a pas de, si vous voulez, c'est une histoire d'opportunité. On en parlera parce que je pense qu'il peut y avoir des questions intéressantes à traiter à ce sujet-là. Mais pourquoi l'entrepreneuriat est important?
Je pense que c'est important parce que ça apporte beaucoup d'innovation et qu'il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés grâce à l'entrepreneuriat, beaucoup d'idées nouvelles et ça permet aussi de développer de nouveaux marchés, d'avoir un marché peut-être plus sain avec de nouveaux concurrents. Oui. Vrai. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Pourquoi l'entrepreneuriat dans le digital est important? Vous, mademoiselle, vous aviez l'air de vouloir prendre la parole. Et vous. Essayez. Pourquoi l'entrepreneuriat dans le digital serait important? Je sais pas pourquoi Il n'y a pas de réponse sotte. D'accord? Donc, je suis sûr que chacun a quelque chose à dire sur n'importe quelle question. Je ne sais pas pourquoi ce serait plus important que dans l'entrepreneuriat normal, mais je suppose qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le digital aussi et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à développer. Donc, Vrai. Bonne réponse. Merci. Et on va creuser un peu. Non, regardez le micro. Oui. Pourquoi l'entrepreneuriat dans le digital serait plus important que l'entrepreneuriat dans la voiture, par exemple, la construction de voitures, les énergies, ce que vous voulez. Très bien. Maintenant, réfléchissons un peu par rapport à ce qu'il faudrait pour pour se lancer dans la construction de voitures ou pour se lancer dans une entreprise digitale. Différence. Est-ce que c'est plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat digital ou se lancer dans l'entrepreneuriat dans une industrie établie, etc.? Ça dépend. Enfin, je suppose que c'est plus facile de se lancer dans une industrie si on a le capital, etc. Et que c'est plus facile de se lancer dans le digital parce qu'il faut peut-être moins de matériel au départ, mais il faut plus de connaissances, je pense. Je sais pas. Bien sûr. Prenez les grands de cette industrie que vous connaissez tous, sans que je n'ai à les citer. L'industrie digitale n'a pas besoin d'être capitalistique. Elle est très peu capitalistique. Et donc, vraiment, vous pouvez acheter un ordinateur. En plus, les ordinateurs sont devenus beaucoup moins chers. Et avoir un esprit qui fonctionne bien, avoir une idée intéressante. Et vous pouvez, vraiment, à partir de cet embryon, créer une véritable entreprise, demain une industrie haute. Donc oui, si vous voulez, c'est ça la chance qui s'offre aujourd'hui aux jeunes, où qu'ils soient, d'accord, grâce à cette transformation digitale qui est là, d'accord, on peut créer de la richesse d'une manière, je dirais, pas plus facile, mais il y a plus de possibilités de le faire. Si vous voulez, moi à l'époque, quand j'étais chez Microsoft, on donnait souvent cet exemple pour nous différencier, nous qui faisions du software par rapport à des gens qui faisaient du hardware. Prenez une usine Intel, il vous faut $1 milliard pour la construire à l'époque, d'accord, pour faire des puces. Prenez une entreprise telle que Microsoft ou n'importe quelle autre qui est dans le software, très peu d'investissement au départ. Et donc c'est vraiment l'intelligence humaine, d'accord, qui était à la base de cette création. Bien. Autre question. Tenez, votre voisine, elle avait l'air intéressée parce qu'elle souriait un petit peu. C'est pour ça que je lui donnais la parole. Donc, est-ce que dans des pays comme le Maroc, l'Afrique, partons en Afrique maintenant, est-ce que cette idée d'avoir une transformation numérique ou cette révolution numérique qui est là, qui se met en place, ces possibilités qui s'offrent, qu'est-ce que ça peut avoir? Est-ce que est-ce que ça a un impact qui peut être plus fort en Afrique qu'en France ou ailleurs? Ouais, réfléchissez. Je vais revenir. C'est pas que vous avez fini. Hein. Allez-y. En Afrique, c'est pas pour être méchant, mais l'Afrique part plus loin que la France au niveau des technologies, et donc il y a un phénomène de saut technologique dans le progrès technique. S'ils passent de rien à la 5G, alors que nous on passe de la 4 à la 5, il y aura forcément une incidence plus élevée. C'est là où je voulais vous emmener. C'est ce qu'on appelle le leapfrog. D'accord ? Et donc, avant même de partir de la 4G à la 5G, commencez par le fixe. Vous voyez, vous réfléchissez déjà, vous, avec un esprit
d'un citoyen d'un pays développé. Vous partez, j'ai parlé de l'Afrique qui était diverse et variée, vous partez dans certains pays, le réseau fixe lui-même existe pas, s'il existe, c'est dans un état balbutiant, et donc oui, c'est ce qu'on appelle des stratégies de leapfrog. Mes amis de l'autre côté, là, est-ce que tu peux me donner un micro juste de l'autre côté? Prenons un exemple de technologie de leapfrog, de saut en Chine, par exemple. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, les jeunes, là-bas? Le jeune homme tout en vert, là-bas. Oui, c'est vous. Vous avez été choisi. Qu'est-ce que ça évoque? Je parlais, excusez-moi, on parlait, votre camarade vient de parler de cette possibilité de faire un saut technologique en avant, ce qu'on appelle le leapfrog, donc de ne pas être obligé de passer par différentes étapes ou différents stades, et donc d'arriver au dernier stade, d'accord, ou l'avant-dernier ou autre. Et donc ça permet aux gens de rattraper leur retard. C'est ça un peu l'idée sous-jacente. L'idée sous-jacente, c'est que ces pays-là peuvent rattraper un retard, d'accord, plutôt que de suivre la voie que les pays développés ont suivie. Je pars en Chine, par exemple. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans l'éducation, notamment. Non, restez sur la technologie. Non, mais dans l'éducation pour maîtriser cette technologie, oui, et pour éviter ce phénomène de leapfrog. Pourquoi pour éviter? Non, mais pour que les personnes soient compétentes afin d'utiliser ces technologies. Oui, mais alors attendez. Je vais réexpliquer ça parce que il me semble que c'est important. L'idée dans le leapfrog, c'est pas que les gens ne peuvent pas maîtriser. À la limite, vous avez vous avez vu ce film Beautiful Minds? Vous n'avez jamais vu ce film Beautiful Minds? Il faut franchement que vous sortiez et que vous allez voir ce film Beautiful Minds. D'accord? Et c'est l'histoire d'un mathématicien qui a le prix Nobel. Et vous l'avez vu, le film Beautiful Minds, bien sûr. Et donc, il a le prix Nobel. Et en fait, il a des hallucinations, etc. Et il arrive à maîtriser son état psychique pour arriver justement pour obtenir ce prix Nobel. C'est vraiment un magnifique film. Et en fait, l'idée derrière que moi j'ai retenue, c'est de dire qu'avec la force du cerveau, on peut vraiment arriver à où on veut venir, où on veut. Et donc, cette idée qu'on va les former pour qu'ils maîtrisent les technologies, oui, je n'ai pas de problème là-dessus, mais on n'a pas besoin d'adopter ces différentes technologies pour faire ce saut technologique et donc pour arriver à quelque chose plus rapidement et plus facilement. Et donc, les Chinois ont été très, très bons sur une technologie en particulier. Je vais vous aider parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Réfléchissez aux cartes bancaires. À votre avis, les cartes bancaires, est-ce qu'elles sont très présentes c'est un moyen de paiement. Les cartes bancaires sont très présentes en Chine ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, le paiement mobile. Donc, eux, voilà une technologie qu'ils ont, ils ont fait ce saut technologique. D'accord? Et donc, aujourd'hui, en Chine, vous avez des tas de gens, d'accord, qui utilisent le téléphone pour tout ce à quoi vous pouvez penser, vous pouvez le payer avec votre téléphone aujourd'hui. Il paraît que, bon, ce n'est pas un exemple que je vais me donner, mais bon, quand vous avez des gens dans la rue qui sont en train de demander l'aumône, eh bien, vous les payez par paiement mobile, par téléphone. Donc voilà, c'est ça un peu cette histoire de leapfrog technologique. Et ça nous amène à quoi? Par rapport à des gens comme vous, qui êtes en quête je dirais, d'opportunités futures, ça vous permet de réfléchir à quoi? J'anticipe sur la fin. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme piste de réflexion? Alors moi, ce que j'en tire justement de ces leapfrogs-là, c'est que pour innover, il ne faut pas seulement se baser sur ce qui a déjà été fait ou se dire qu'on va améliorer ce qui existe déjà, mais peut-être des fois oser penser à des solutions qui n'existent pas et voir si c'est possible à mettre en place. Oui,
Je ne sais pas ça à quoi j'avais pensé, mais c'est vrai. Moi, je me disais juste que si l'innovation, et je vais rester sur cette histoire d'innovation, finalement, l'innovation dans un pays n'est pas la même que l'innovation dans un autre pays. C'est-à-dire, dépendamment de l'adoption, d'accord, de technologie, on peut se dire, tiens, le mobile payment, qui est aujourd'hui une innovation, je dirais, aboutie, elle est sur le marché, il n'est pas très développé au Maroc, et donc il y a peut-être une opportunité, je dirais, d'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, vous pouvez avoir ce scan sur différents pays, vous dire, tiens, il y a des choses que nous, on fait en France qui sont magnifiques. On a résolu... Alors, c'est quoi une innovation magnifique? Vous voyez, j'ouvre des parenthèses, il faut que j'arrive à les refermer tout après. Vous, mademoiselle. Ouais, non, juste à côté. On ne peut pas développer le mobile payment si on n'a pas de réseau? Non, bien sûr. Non, soyons clairs. Donc il faut peut-être avant... Non, bien sûr, c'est pour ça que je disais faisons un scan. D'accord? Et il n'y a pas que ça, parce que je vais revenir sur... On ne peut pas développer le mobile payment parce qu'il n'y a pas de réseau, mais il y a aussi d'autres raisons. J'allais revenir sur ça, mais je disais, c'est quoi une innovation magnifique? C'est quoi une innovation magnifique, selon vous? Trouvez. Quel impact, ouais. Ouais, quel impact sur quoi? Sur la vie quotidienne des habitants. En fait, qui répond à un besoin. Ouais. D'accord? Parce qu'on peut avoir des tas d'idées extraordinaires, mais quand on regarde, est-ce qu'elles satisfont un besoin? Est-ce que cette idée satisfait un besoin particulier? La réponse est non. Donc, il n'y a pas d'impact, et donc à ce moment-là, je ne la fais pas. Alors, revenons, j'allais revenir sur ça. Pourquoi on ne pourrait pas développer le mobile payment dans tous les pays au monde? Par exemple, si on pense que c'est la stratégie, c'est la technologie du futur, moi je le pense, d'accord? Et donc, pourquoi on n'aurait pas tous les pays du monde qui diraient, ça y est, nous allons à fond sur le mobile payment? Vous, mademoiselle. Parce qu'il faudrait des infrastructures conséquentes pour assurer du oui. réseau. Alors, infrastructure, on est d'accord. Quoi d'autre? Individuellement, il faudrait que tout le monde puisse se payer un téléphone portable avant d'avoir accès à ça. Ça, oui, c'est l'équipement. D'accord. Peut-être aussi des réserves culturelles dans certains pays. Pourquoi? Expliquez-moi. Par exemple, au Japon, les gens sont très réticents à utiliser ce genre de système. Ils préfèrent payer en espèces, alors même qu'ils ont des technologies très développées, qu'ils ont la capacité technologique de le faire. Donc c'est aussi un choix culturel parfois. Est-ce que, franchement, c'est vraiment de bonnes réflexions là. Mais moi, je pense qu'il y a effectivement des barrières culturelles qui peuvent se poser pour certaines inventions, pour certaines innovations, etc. Mais est-ce que vous pensez que le paiement mobile, alors creusons un peu, peut avoir un frein culturel? Il pourrait y avoir un frein de confiance, par exemple. Pour les Japonais, c'était la carte bancaire. Pour la carte bancaire, il y avait ce frein de confiance parce qu'ils préféraient... Est-ce que c'est culturel ou c'est lié à l'environnement? Les deux, ça dépend de la confiance qu'on a en son système bancaire, mais de l'éducation qu'on a sur les sujets aussi. Enfin, c'est des choses qui se travaillent, ce n'est pas une barrière irrémédiable à mon sens. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Quelle autre barrière on peut avoir? Elle est évidente, elle est juste devant tout le monde. Oui? Si on pense de façon traditionnelle, au compte bancaire traditionnel, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte bancaire, donc ça va être compliqué de... C'est la bancarisation. La bancarisation. Après, il y a aussi des solutions de paiement qui passent, je pense à l'exemple kényan, M-Pesa, eux ils passent directement par SMS, donc ils n'ont pas besoin d'avoir de compte bancaire, mais pour rentrer un peu dans tout l'écosystème des transactions, c'est quand même plus simple avec un compte bancaire, donc... le paiement mobile va avoir du mal à s'universaliser si tout le monde n'a pas ce réseau bancaire. Réfléchissez alors, c'est un des points que je voudrais que vous emportiez aussi avec vous. Quand on a une innovation, même pas une innovation, n'importe quel programme, un programme gouvernemental, un go-to-market, stratégie d'une boîte, une innovation d'un entrepreneur, etc., il y a un point qui est un point fondamental dans la réussite, si vous voulez, de toutes ces
de ces initiatives. C'est le rôle des acteurs. Il faut que les acteurs, alors quand je dis les acteurs, c'est les stakeholders, comme on les appelle, ils puissent s'y retrouver. Si moi, je fais un programme gouvernemental pour m'assurer qu'il y a de l'excellence dans la classe, et pour ce faire, il faut que les professeurs soient rétribués, je dirais, à la performance, bien sûr un fixe, mais aussi à la performance. Est-ce que les acteurs principaux qui sont eux vont être d'accord? Alors vous êtes bien placés pour le savoir en France. Vous êtes, chaque fois qu'on touche n'importe quel système, il y a des gens qui descendent dans la rue. Alors nous, ils ne descendent pas dans la rue, mais ils bloquent. D'accord? Donc à la fin, c'est la même chose. Et donc en fait, il faut réfléchir acteurs. Dans le cas du mobile payment, c'est qui les acteurs principaux qui vont être touchés par le mobile payment? Vous, jeune homme. C'est vous. Vous. Quels sont les acteurs principaux, les stakeholders, qui vont être impactés par le mobile payment? Vous voulez qu'on prenne toute la chaîne de valeur, il y a plusieurs, mais à votre avis, qui est-ce qui va les principaux, c'est ceux qui vont payer avec leur téléphone. Il va y avoir en face d'eux ceux qui vont réceptionner les paiements. Oui. Il va y avoir éventuellement soit les banques qui vont proposer le service, soit les intermédiaires de transactions, de sécurité, des choses comme ça. Mais oui, non, si on doit prendre le cœur des personnes, ça va être celui qui paye et celui qui accepte le paiement. Et est-ce que si on met le mobile payment ici ou ailleurs, ce sont eux qui vont être réticents à adopter le mobile payment ou c'est peut-être des autres? Vous entendez qui par les autres? Vous m'avez parlé d'autres acteurs. Oui. Non, c'est surtout eux. Celui qui propose le service ou qui y contribue va pas forcément. Quel est mon concurrent quand je fais du mobile payment? Oui. Oui, mais la banque peut faire du mobile payment. Oui, mais aujourd'hui, quand il n'y en a pas, tout passe par eux. Et donc, dès que vous introduisez un nouveau système, il faut réfléchir à l'impact, je dirais, que ça a sur l'écosystème, sur les différents acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les banques? Bien sûr, voilà. Et donc, nous, on est très bons là-dessus, d'accord? Et donc, si vous allez toucher des intérêts de certains acteurs, eh ben, ils vont freiner des cas de fer pour que la technologie, pour que, je dirais, le service ne se répande pas ou ne se diffuse pas. Et donc, aujourd'hui, la FinTech, malheureusement, est vue comme un concurrent des banques. Dans certains pays, ils ont compris qu'ils peuvent en tirer profit, dans d'autres pas. Et donc, nous, par exemple, on a un problème. Quel est l'acteur qui peut agir sur ça? Sur n'importe quel domaine, d'ailleurs. Ouais, mais un peu plus précis. Non, un peu plus précis. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, il y a le conseil de la concurrence. D'accord? Et donc, le conseil de la concurrence, lui, doit veiller à ce que, quand on a un secteur, il faut d'abord que ce secteur soit ouvert. D'accord? Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de barrières à l'entrée, qui sont des barrières à l'entrée diverses et variées. Dans ce cas, on parle de barrières à l'entrée qui sont des barrières à l'entrée réglementaires. Et donc, lui doit interpeller le gouvernement, justement, ou la Banque centrale, dépendamment d'eux, pour qu'il puisse y avoir une facilitation de ce genre de service. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Revenons à la Chine, tiens. Qui est-ce qui a suivi alors, qui connaît bien la Chine? Intéressant, ça. Vous avez des étudiants en management et qui ne connaissent pas bien la Chine. C'est intéressant. Pourquoi je dis ça, à votre avis? Pourquoi vous pensez que vous devriez vous intéresser à la Chine? C'est déjà un énorme acteur mondial. Ah oui. Je redis la même phrase. Ouais. C'est déjà un énorme acteur mondial et c'est un pays qui compte grossir encore et prendre de la place dans les échanges
politiques, commerciaux, et surtout en Afrique, avec les routes de la soie. Alors, gardez-le. Oui. Non, mais gardez. C'est pour ça que c'était pas pour juste répéter la phrase. Et aujourd'hui, si je prends la Chine, est-ce que vous pouvez juste nous dire, si vous voulez, avec vraiment à quelques kilomètres de hauteur, qu'est-ce qui s'est passé en Chine sur les 20-30 dernières années? Est-ce que les Chinois étaient comme ça? Est-ce que la Chine était l'usine du monde, comme on l'appelle aujourd'hui, il y a 30 ans? Non, c'est un pays qui s'est ouvert au capitalisme, même si c'est un capitalisme d'État. Voilà. Et l'usine du monde, ils aspirent aussi à ne plus l'être en termes de manufacture et augmenter dans les technologies de pointe. D'accord. Quel était le focus, si vous voulez, avant Xi Jinping, excusez-moi si je massacre un peu son nom, quel était le focus vraiment du PC chinois? Parce que c'est le parti communiste chinois hein, qui gère le pays. Alors, il faut pas vous tromper, le Parti communiste chinois a les plus grands QI de Chine qui font partie du Parti communiste chinois. Donc, c'est une sorte de méritocratie très différente de ce qu'on connaît, nous, chez nous, ce que vous connaissez chez vous. Alors, quand je dis chez nous, je nous mets en... C'est de la concaténation, là. Hein, d'accord Donc, c'est vraiment des gens qui ont une vision, qui ont fait beaucoup de choses. On a parlé, tenez, jeune homme, vous m'avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'a parlé tout à l'heure de former les gens? C'est vous. Les Chinois ont formé beaucoup de gens, notamment dans des universités américaines et autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se... Et donc, on a eu un vrai focus sur l'économie. Est-ce que M. Xi Jinping, en allant sur un troisième mandat, a-t-il changé de direction ou pas, selon vous? Ou est-ce que vous n'avez pas suivi? Non, je n'ai pas suivi. Bon, alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, M. Xi Jinping décide de changer de constitution, je crois, de faire un troisième mandat. Et aujourd'hui, il y a un vrai mantra. Avant, le mantra, c'était le mantra économique. Aujourd'hui, c'est un vrai mantra, un mantra de souveraineté, de nationalisme, etc. Est-ce que vous avez suivi ce qui est arrivé à M. May de Alibaba? Jeune homme. Il a disparu pendant un petit moment parce qu'il avait trop de velléité de pouvoir, alors que c'était juste un chef d'entreprise au final. Oui. M. May a disparu pendant un long moment. Il aurait perdu quelque chose comme 700 milliards de dollars à peu près dans cette disparition forcée. Et en fait, c'est juste parce qu'il avait montré des velléités, non pas de prise de pouvoir, mais d'indépendance par rapport au pouvoir politique. Et donc, si on va dans cette logique-là, d'un pays qui aujourd'hui veut reprendre le contrôle sur la souveraineté, etc., le nationalisme, on voit un peu le bras de fer avec les US, parfois a raison. Moi, je ne suis pas là pour juger qui a tort, qui a raison. Moi, je fais juste une analyse un peu macro et je dis, si on est dans un pays qui veut contrôler, l'histoire de sécurité, alors on en parlera tout à l'heure un peu avec l'IA, mais l'histoire, si on veut contrôler, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un pays qui veut contrôler, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, qui contrôle avec toute cette intelligence derrière, de QI, de machin, etc. Il donne beaucoup d'argent aux entreprises, d'accord? Et donc, vous avez des grandes entreprises. Regardez ce qu'ils font sur la batterie électrique. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à comprendre, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe en Chine. Quel est le risque dans le... Alors, j'ai un pari avec des amis qui me disent la Chine va dépasser les États-Unis. Moi, je pense que la Chine, non, ne va pas dépasser les États-Unis pour une seule raison, et j'essaye de vous faire participer avec moi à cette réflexion. Donc, qui est-ce qui veut me dire quelles sont les dynamiques en œuvre pour le développement en Chine et aux États-Unis? Devinez. Franchement, il n'y a pas encore de réponse juste. Tiens, j'ai une jeune demoiselle là-bas qui se cache derrière son micro. C'est vous, c'est vous, c'est vous.
participez avec moi. Je prends la Chine et les États-Unis. Par rapport au développement. Prenons le développement économique. J'ai parlé un peu de politique, d'accord? Vous savez très bien ce qui se passe, ce qu'on a aux États-Unis, ce qu'on a en Chine, d'accord? Et donc, quel pourrait être, avec un durcissement de la position chinoise, politique, d'accord? Quel pourrait être l'impact sur l'économie chinoise dans le futur? Peut-être en termes de commerce international. Dites-moi ce que vous voulez. Oui, c'est la première chose qui me vient. Oui. Après, peut-être qu'il y avait peut-être qu'il y a des pays qui décideraient d'arrêter ou de ralentir. Enfin, même c'est peut-être difficilement faisable, mais de ralentir le commerce avec la Chine pour des raisons éthiques, enfin, de respect des droits humains, par exemple dans le cas d'une invasion de Taïwan. Oui. Après, sur peut-être la. Donc il pourrait y avoir un impact sur les exportations chinoises. Voilà, peut-être. Oui. Après, en termes de peut-être répartition sectorielle, peut-être qu'il pourrait y avoir une militarisation de l'économie, un impact démographique donc sur le marché du travail. Voilà, c'est les choses qui me viennent en premier lieu. Après, peut-être humainement, enfin, en termes de flux humains, peut-être que ce serait plus dur pour les Chinois d'aller, je sais pas, étudier à l'étranger ou. Voilà. Supposons qu'ils aillent à l'étranger. Est-ce que votre avis, ils seront plus enclins à revenir maintenant ou avant? Prenons tous les PhD, prenons tous les PhD qui vont dans les écoles américaines, dans les universités américaines. Vous avez un pays qui était un pays ouvert. Enfin, chaque chose est relative, mais bon, prenons un pays ouvert. Et vous avez une nouvelle politique. Est-ce que ces gens-là vont être plus enclins à revenir ou moins enclins à revenir? Sans doute moins enclin à revenir. Bien sûr, bien sûr. Et donc, vous le voyez, déjà, rien que par rapport je dirais, à cette ressource inestimable que sont l'esprit humain de gens bien formés qui revenaient aux États-Unis, et revenaient beaucoup aux États-Unis. D'ailleurs, s'ils ont pris, en Chine, pardon, s'ils ont pris une avance dans certains domaines de l'IA, c'est grâce à ces gens-là qu'ils sont revenus. Demain, moi, je ne suis pas sûr qu'ils puissent revenir. Deuxième des choses, et vraiment, c'est ça l'idée encore, la leçon principale. Qu'est-ce qui fait qu'un pays est innovant ou pas? Là, vous allez tous répondre. Hein. Vous, mademoiselle. Qu'est-ce qui fait qu'un pays devient innovant ou pas? Alors, mettez-le dans la discussion qu'on est en train d'avoir. Ça va vous donner vraiment quelques pistes juste devant, s'il te plaît. Sa capacité à mettre en place des conditions favorables à l'innovation. C'est quoi? Alors, c'est quoi sa capacité à mettre en place des conditions favorables à l'innovation? Ça va être, oui. Monsieur, oui. Ah non, non, vous. Ça va être son type, enfin sa gouvernance, ses règles économiques qui sont, enfin, à l'inverse de la Chine, par exemple, qui vont favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat. Vrai. Jeune homme. Vous voyez, c'est la gouvernance. C'est de ça dont elle vient de parler. C'est cet environnement, d'accord, qui permet d'avoir une innovation qui émerge, qui se développe, etc. Nous, on avait fait un travail quand j'étais au ministère de l'Industrie. J'avais appelé les gens d'IBM pour nous aider à mettre en place ce qu'on avait appelé Maroc Innovation. Et donc, on avait travaillé beaucoup sur les infrastructures, sur les talents, sur la réglementation, sur l'écosystème d'innovation. Oui, vrai. Qui veut se lancer et me donner un autre avis? Oui. Ce que j'aime bien regarder, c'est l'âge médian dans un pays et les perspectives démographiques à 15 ou 20 ans. Et à ce titre, la Chine a des problèmes démographiques et un âge médian qui est, disons, plus élevé qu'en Inde. Donc, c'est deux éléments clés pour moi pour comprendre l'innovation dans les 15-20 ans à venir en Chine. Oui, donc ça, ce que vous mettez, c'est en fait juste qui est-ce qui va innover, quoi. Hein, en le mettant d'une manière beaucoup plus prosaïque. C'est ça? C'est le pool de talents que vous allez avoir dans les 10-15 ans. C'est ça, avoir des jeunes, une population jeune nombreuse. D'accord. Oui.
j'évoquais tout à l'heure par rapport aux États-Unis, etc., les étudiants qui faisaient leur formation à l'étranger, et puis, on va dire de façon conséquente, la capacité à faire un terreau fertile de recherche et développement. Parce que les pays innovants, enfin, les plus innovants, mettent 5-6% de PIB dans le R&D. Et c'est pragmatiquement ce qui a le plus de... Oui, bien sûr. Regardez le pourcentage de ce que vous mettez en recherche et développement, parce qu'il ne faut pas oublier l'argent. Hein, on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence, mais l'argent est important. Sachant que ce qui a beaucoup drivé l'innovation aux États-Unis, c'est une agence telle que l'ARPA, d'accord, qui est l'agence de défense américaine. L'Internet que nous avons aujourd'hui est sorti de l'ARPA. Donc oui, il faut avoir beaucoup de dépenses, je dirais. Combien dépense la France en R&D? 2,5%. Combien? 2,5%, 3%. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on est malheureusement aux environs de 1% ici au Maroc. Alors, et ce n'est pas le même pourcentage. Hein. Ça, les pourcentages de PIB, ce n'est pas le même PIB. Hein. D'accord? Donc après, vous voyez ce qui reste quand on a des choses pareilles. Et donc, je vais revenir sur cette histoire de 3%, parce qu'elle me semble importante pour des pays africains, puisqu'on parle d'Afrique. Oui, je suis d'accord. Laissez-moi vous poser une question un peu plus directe sur l'innovation, à quoi je veux en venir. Jeune homme, vous pensez que l'innovation est un processus top-down ou bottom-up? Je pense que c'est plutôt bottom-up. Enfin, bien sûr. Parce que ça part du coup des innovateurs. Ouais, donc, c'est un processus bottom-up. Voilà, ça part du bas. Et pour avoir un processus, bien sûr. Et pour avoir un processus bottom-up, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui va faire que dans un pays, on va avoir un processus extrêmement intéressant, je dirais fertile, riche, etc. Oui. Il faut peut-être essayer de créer des hubs géographiques dans un pays, d'essayer de regrouper ensemble les personnes qui souhaitent innover sur un même sujet pour que ça crée des synergies entre eux. Oui, c'est ce qu'on appelle les clusters dans certains cas, etc., les pôles de compétitivité, station F que vous avez fait en France, etc. Mais ce n'est pas ça que je cherche. Oui, et après je vais aller chez vous et je vais aller plus loin. Je pense que l'innovation au niveau d'un pays, c'est aussi une question de culture. Par exemple, aux États-Unis, c'est le règne du capitalisme qui pousse à innover, contrairement à la Chine. Et le communisme, ce n'est pas quelque chose qui prône particulièrement l'innovation? Ouais, parce que, pourquoi? Parce que là, justement, le communisme, c'est top-down. C'est la planification par l'État, alors que le capitalisme, c'est l'innovation. Bien sûr. C'est à ça que je voulais vraiment venir. Si vous voulez, en fait, je l'ai dit d'une autre façon, libérons les énergies. C'est aussi simple que cela. Si vous libérez les gens, vous les mettez dans un environnement où ils n'ont pas trop de barrières, et donc la culture peut être je dirais une barrière. Je dirais au départ, si on a été élevé toute notre vie dans le respect, je dirais, de la parole du père, de la famille, du gouvernant, etc., je pense que ça inhibe un peu. Je suis un peu politiquement c'est pas très politiquement correct ce que je viens de dire, mais franchement, ça inhibe un peu. Et donc, on a besoin, d'accord, vraiment de libérer ces énergies-là. Jeune homme, qui est-ce qui voulait me dire quelque chose? Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut une concurrence saine et il ne faut pas brider justement ceux qui veulent innover. Et que dans le Parti communiste chinois, si on a des grosses entreprises d'État qui empêchent une concurrence saine, il n'y aura pas d'acteurs innovants. En fait, nous, au Conseil, on prône un mode, je dirais, on est le chantre de la démocratie participative. Alors, c'est quoi la démocratie participative VS, la démocratie représentative, etc. Et donc, nous, on dit il faut donner la parole aux citoyens. Et donc, on dit l'intelligence collective est absolument supérieure à toute intelligence individuelle. Et donc, si vous voulez faire des politiques publiques, si vous voulez faire n'importe quoi, prenez
votre exemple à vous, et c'est pour ça que les écoles de management se sont dirigées vers des travaux en groupe, de travail en groupe. Évident qu'on trouvera des solutions un peu plus intelligentes que si on est tout seul dans notre coin en train de travailler. Et donc, si vous êtes dans un système qui, juste par essence, libère ses énergies, permet aux gens de poursuivre leur rêve ou de poursuivre des idées, parce que demain, ils vont trouver des infrastructures, parce qu'ils vont trouver des incubateurs, parce qu'ils vont trouver juste une réglementation qui permet, etc. Bien, vous êtes sûr à la fin qu'il va y avoir beaucoup plus de création que dans un système qui est absolument contrôlé. Donc ça, on a réglé ce problème. Revenons sur l'histoire de PIB, de recherche et développement et de PIB, et donc d'innovation, etc. Si vous êtes un pays tel que le Maroc, ou d'autres pays africains, vous dépensez 1% de votre PIB en recherche et développement, qu'est-ce que vous nous donnerez comme conseil? Mademoiselle, vous n'êtes pas encore exprimée cet après-midi. Et on attend vos conseils. Juste là. Tout conseil est bienvenu. Ne vous en faites pas. Donc, qu'est-ce que vous nous donnerez comme conseil? De bien réfléchir à où les placer. Bien sûr. C'est aussi bête que cela. D'accord? Et donc, si je réfléchis, alors, il y a deux choses. C'est aussi bête que cela, mais il y a un autre point. Donc, où je les place et comment je les dépense. D'accord? Et donc, où je les place, à votre avis, quand vous regardez un pays tel que le Maroc, c'est quoi? Quelles devraient être nos priorités? Wow, en 2 mois, ils sont capables de... Hein, ils viennent d'arriver en plus. Bon, c'est pas faire. Hein. Quelles devraient être nos priorités? Oui? 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 Oh, on a d'autres forces, croyez-moi. Non, mais j'ai pas de problème. Hein. Franchement, je prends. Oui? Capitaliser sur les industries où le leapfrogging est possible, donc notamment dans les technologies du numérique, tout en sachant qu'il y a un gros capital humain des étudiants marocains aujourd'hui. C'est bien. C'est un bon conseil. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, mais j'ai d'autres secteurs sur lesquels je voudrais vous interroger. Est-ce que vous savez aujourd'hui que dans les 3 tops, vous connaissez Gartner, le Gartner Group, hein? Ça vous dit quelque chose, le Gartner Group? Gartner, oui. Donc c'est un groupe américain qui fait de la recherche, etc., de l'intelligence économique, etc., autres. Et donc, dans les 3 tops entreprises mondiales de monétique, l'une d'elles est marocaine. Elle s'appelle HPS. D'accord? Et donc, ils sont présents pratiquement dans tous les continents. Ils ont des bureaux à Singapour, à New York, à Paris et autres. Et donc, voilà. Comme vous dites, c'est de l'intelligence marocaine, des entrepreneurs qui ont choisi un domaine bien particulier et qui aujourd'hui, peut-être que votre banque, quand vous allez retirer de l'argent ou faites un virement autre, c'est de la technologie marocaine derrière. D'accord? Donc oui, voilà un bon exemple. Quel pourrait être un autre exemple? Vous, monsieur? Je vais venir chez vous tout à l'heure. Regardez le Maroc et dites-moi. Peut-être lié à la technologie, voir comment créer de nouvelles sources d'énergie. Ah, merci, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Ouais, voilà. Vous voyez que finalement, on peut tous trouver des réponses, d'accord? Juste en cherchant un peu. Oui, alors, le Maroc a la capacité énergétique en tonnes équivalent pétrole d'un Venezuela, d'accord, ou d'un Nigeria. Sauf que nous, elle est absolument verte. Parce qu'on peut faire beaucoup d'éoliens,
on peut faire beaucoup de solaire. Ça, c'est juste en prenant le solaire. Hein. Le solaire et l'éolien, un peu d'hydraulique, franchement, on n'en fait pas beaucoup, d'accord? Mais en énergie renouvelable, on peut devenir parmi les champions du monde. Et nous avons des installations qu'on a faites il y a longtemps de cela, mais qui nous coûtent très cher en kilowattheure produit. D'accord? Parce qu'on est parti sur des technologies. Vous connaissez un peu les technologies solaires ou pas? Qui est-ce qui m'a dit oui? J'ai entendu une voix féminine. Ah, très bien. Dites-moi. Je crois qu'il y a une ferme solaire à Ouarzazate. Voilà, c'est ça. Avec des panneaux, c'est de la réflexion solaire photovoltaïque. Oui, et donc qu'est-ce qu'on fait avec ces panneaux solaires? C'est plein de miroirs qui sont dirigés tous vers une source, et, donc, et ça chauffe, et donc ça fait de l'énergie. Ça chauffe quoi? Non, c'est bien, continuez. Je ne sais pas ce que ça chauffe exactement, mais c'est l'énergie à la fin. Ça chauffe un fluide voilà. Qui se transforme en vapeur, qui fait tourner les turbines et qui produit de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le CSP, le Concentrated Solar Power. Quel est l'autre type de production d'énergie solaire que vous connaissez tous? Ouais, c'est du photovoltaïque. Je mets un panneau, c'est des électrons qui changent de couche, et donc j'ai de l'électricité. Alors, ce qu'on a fait à Ouarzazate, c'est du CSP, et ça nous revient très cher, le kilowattheure. Parce qu'on a été un peu précurseur, et alors que aujourd'hui, le photovoltaïque... Alors, parlons d'innovation. À votre avis, est-ce que l'innovation va être plus forte dans le CSP ou dans le PV? Alors, vous voyez, je peux parler à des gens qui font des études de management, qui ne connaissent rien en solaire, mais qui, en réfléchissant, peuvent trouver des choses. Je crois que vous êtes endormi un peu à droite, là. Vous, jeune homme, là-bas au fond, le jeune homme en vert, en orange. À votre avis, on va pouvoir, si je devais parier sur l'avenir, puisqu'on est en train de se poser la question, nous sommes tous des entrepreneurs ou presque, ou vous êtes demain des dirigeants d'entreprise qui allaient investir dans différentes technologies. Et donc, je suis en train de m'intéresser à la technologie du solaire en Afrique, parce que ce jeune homme a parlé du Maroc, mais clairement que le continent africain regorge de ressources à ce niveau-là. Et je suis en train de me poser la question sur le CSP ou le photovoltaïque. Je mettrai mes billes où? Sur le CSP ou sur le photovoltaïque, à votre avis? Plutôt le photovoltaïque. Pourquoi? C'est juste? Parce que c'est une ressource sûre, on va dire. C'est une ressource sûre. Dans ce cas de cette innovation-là, elle est importante. Pourquoi elle serait importante? Qu'est-ce qui serait important? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le but ultime? C'est d'avoir de l'énergie? Juste avoir de l'énergie ou de l'électricité? Avoir de l'électricité, mais à quel coût? Au moins cher, oui. Bien sûr. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'électricité le moins cher. Si j'ai deux systèmes, il y en a un, c'est une grosse centrale. Je mets du soleil, je chauffe un fluide. C'est exactement ce qu'on fait dans des usines à charbon. Sauf qu'au lieu d'utiliser ça, on utilise à charbon. L'autre, c'est du photovoltaïque, c'est des couches minces, c'est des différentes innovations, etc. Il y a de fortes chances que dans un tube, on ne pourra pas changer ce tube dans l'avenir. Les turbines sont les turbines. Par contre, beaucoup d'innovations se passent au niveau du photovoltaïque. Et donc, ça veut dire que si demain, je devais réfléchir par rapport à n'importe quelle technologie, et j'arriverai à la fin. À la fin, je vous montrerai un graphe intéressant, d'accord, qui est le cycle de vie du Gartner, tiens, pour ne parler que de lui, et donc qui donnerait une idée sur les technologies où elles vont. Bon, merci, je suis encore à la première slide. Donc, ça, on a parlé. Juste pour vous, et ça, franchement, vous n'êtes pas concernés, mais je voulais partager cette slide avec vous,
Regardez un peu aujourd'hui au Maroc, il y a une véritable volonté, d'accord, d'améliorer, si vous voulez, d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes veulent aller vers l'entrepreneuriat, mais vous m'avez donné tout à l'heure une bonne raison, d'accord, que je retiens, d'accord, et qui est vraie, parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez d'opportunités pour aller dans du salariat. Il n'y a peut-être pas que des opportunités. Il y a peut-être aussi parce qu'ils ont peur d'aller dans des entreprises qui sont gérées de manière, je dirais, un peu archaïque, familiale, ce qu'on appelle les groupes familiaux. Et donc, ça peut aussi décourager les jeunes d'aller dans ces entreprises-là. Et donc, on voit quand même qu'il y a une amélioration des gens qui perçoivent l'entrepreneuriat comme une opportunité favorable, baisse de la peur de l'échec. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Qui sont ceux qui m'ont dit qu'ils allaient faire de l'entrepreneuriat tout à l'heure? J'avais 7, 8 personnes. Merci. OK. Est-ce que l'un d'entre vous a peur de l'échec? Ceux qui veulent aller vers l'entrepreneuriat. Alors, il ne faut pas aller faire de l'entrepreneuriat. D'accord? Je suis provocateur. Mais juste, le message clé, c'est que l'entrepreneuriat est un métier risqué. D'accord? Et moi, je m'en souviens, quand je n'étais pas dans le confort de recevoir un salaire à la fin du mois, d'accord? Ni je n'avais pas le confort d'être assuré au début du mois que mes salariés ou mes collègues allaient être payés en fin de mois. Et donc, si vous voulez, c'est une chose qu'il faut vraiment dépasser parce que l'entrepreneuriat, on réussit, on ne réussit pas. J'ai une entrepreneur en face qui a ensuite décidé de revenir parce que c'était peut-être trop compliqué, ce que je peux comprendre. D'accord? Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent, qui est dans l'ADN, je dirais, de l'entrepreneuriat, que cette part d'échec. D'ailleurs, vous savez qu'aux États-Unis, alors là, qui est-ce qui m'avait parlé de culture tout à l'heure? Une jeune, vous, et il y avait une dame, une jeune fille aussi qui m'a parlé. Une jeune dame qui m'avait parlé aussi de culture. Oui, il y a des cultures qui vont plus accepter l'échec que d'autres. Nous, malheureusement, on accepte moins l'échec au Maroc. Donc c'est pour ça que nous avons beaucoup de ce qu'on appelle les entreprises fantômes. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une entreprise fantôme? Vous, mademoiselle, qu'est-ce que ça peut être une entreprise fantôme? Oui. Donne-lui ici. J'ai pas trop, mais je dirais une entreprise qui a été créée et qui a plus d'activité aujourd'hui. Par exemple, les auto-entrepreneurs. Et qui ne veut pas être radié du registre commerce. C'est ça, et on a beaucoup d'entreprises fantômes au Maroc. Et une des raisons, c'est parce que c'est cette peur de l'échec. Ou c'est pas la peur de l'échec, parce que l'échec est consommé. C'est juste que les gens, je dirais, la famille, les amis, etc., qui sachent que votre entreprise a fait faillite. Et donc, ça, c'est vraiment culturel. Alors, d'un autre côté, on remarque que les porteurs de projets chez nous, il y a de moins en moins de porteurs de projets. Ça peut être aussi un effet Covid. La part du salariat augmente, et c'est pour ça que je dis, peut-être que c'est par complaisance, quand je pose la question, que les gens me disent on veut devenir entrepreneur, mais en fait, concrètement, ça ne se concrétise pas. Pour mes amis là, qui m'ont dit qu'ils voulaient faire une entreprise, vous, jeunes hommes, vous pensez à quoi? Ouais. Quel type d'activité? Vous avez une idée ou pas? Quelle activité? Je pense... J'imagine plutôt dans des domaines technologiques, je dirais, de sécurité, notamment. Oui, je vais en parler. C'est la cybersécurité, c'est bien. Et les autres? Pas encore? Très bien. Vous comptez le faire quand? Oui. Enfin, la bonne réponse, je vais vous la donner. Selon moi, en fait, il n'y a pas de bonne réponse, mais la bonne réponse, c'est que quand vous avez une idée, il faut y aller. D'accord?
Gates n'a pas fini son collège. Dell a fait ça à travers l'université d'Austin. Il commençait à vendre ses ordinateurs. Et en fait, c'est juste que l'idée, c'est que... Alors, bien sûr, une idée qui répond à un besoin exprimé ou latent à la limite, d'accord, mais il faut y aller. Et moi, je pense aussi que de très, très bons entrepreneurs viennent je dirais, d'une vie de salariat. C'est-à-dire, ils sont dans l'entreprise, et puis ils commencent à mieux connaître l'environnement, et puis ils trouvent que, tiens, il y a des besoins que cette entreprise est en train d'outsourcer dehors, et que peut-être il y a des choses encore plus intelligentes à faire, et ça crée vraiment un système d'essaimage, et je pense que c'est très, très bien. Bien, alors nous avons un paradoxe au Maroc, c'est que seulement 7% de diplômes universitaires formation professionnelle choisissent l'entrepreneuriat, tandis que ce ratio atteint 20% pour les non-diplômés. D'accord ? Ah, c'est un paradoxe, ce n'est pas un vrai paradoxe. C'est parce que peut-être les autres n'ont pas le choix. D'accord ? Donc, mais ça, c'est des chiffres marocains. Donc, on voit que seulement 7% des diplômés universitaires choisissent l'entrepreneuriat. Alors, transformation digitale, franchement, on en a parlé. Je vais aller encore très vite. Le fait aujourd'hui d'avoir ces outils facilite justement cette création d'entreprise. Vous avez des outils pour avoir accès. Moi, je me souviens quand, il y a longtemps, on voulait créer une entreprise pour faire un business plan, c'était la croix et la bannière. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez accès à tout type de bases de données. Vous pouvez même faire du crowdfunding aujourd'hui, d'accord, pour aller chercher du financement ou trouver des sources de financement en ligne. Donc vraiment, je dirais, le digital facilite cette création d'entreprise. Évident. Et donc là, encore pour ceux qui veulent le faire, ben il faut en tirer profit. Deuxième des choses, ça vous le savez, ça a permis de réduire les coûts de démarrage, etc. L'accès à un marché plus vaste. Aujourd'hui, grâce justement à ces technologies, ben le marché, c'est l'ensemble de la planète. Alors, je vais m'arrêter un peu sur ce point-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur... Oui, je sais, j'ai vu. Si on prend juste cet aspect de e-commerce, en fait, hein, qu'est-ce que ça peut poser? Qu'est-ce que ça... Vous pensez que c'est bien, c'est pas bien, c'est... Pas de problème, pas de soucis, des interrogations, des barrières, des limites. Je vous avais promis que j'allais venir chez vous. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Je suis en train de m'intéresser, je dirais, à l'ouverture sur le monde d'un entrepreneur qui utilise aujourd'hui sa plateforme e-commerce. Donc je m'intéressais, je dirais, à toutes ces ventes en ligne. D'accord ? Est-ce que ça posait des problèmes, ça posait pas de problème? Quel genre de réaction ça suscite chez vous déjà? Je ne sais pas si j'ai un avis sur la question. À mon avis, vous avez trouvé. Vous avez déjà été consommateur. Vous avez déjà commandé de chez Amazon ou de chez... Oui. Il y a un impact évident sur les commerces de proximité. Voilà. Impact sur les commerces de proximité, oui. Après, il y a aussi une multiplication des services qui fait que je dirais que la concurrence du marché fait que peut-être qu'il y a un effet de baisse des prix, enfin un effet intéressant du point de vue du consommateur, et une multiplication aussi des arnaques et des... Oui, c'est des pistes que je vous... Quoi d'autre? Oui. Après, il y a
beaucoup d'enjeux au niveau de la logistique, du transport. Bah, allez-y, c'est un peu, je voulais venir sur ça. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, les jeunes? Moi, ça m'évoque surtout des monopoles. Enfin, je pense à Amazon, je pense à Alibaba, qui détiennent un peu tout le pouvoir et qui ont aussi un peu la mainmise sur les différents fournisseurs qui ont moins de liberté. Et pour rebondir sur le côté transport logistique, ça m'évoque toutes les préoccupations environnementales qui vont avec. Bien sûr. Voilà. Mais vous savez, aujourd'hui, moi je suis producteur ici au Maroc. J'ai envie de vendre un produit, je peux me faire référencer chez Amazon et je deviens fournisseur d'Amazon qui vend mon produit. Alors c'est vrai qu'ils ont un pouvoir sur moi. Mais est-ce que c'est mieux qu'ils aient un pouvoir sur moi et que je puisse accéder à un marché mondial ou que je reste à me débrouiller tout seul? Non, mais c'est sûr que c'est intéressant d'un point de vue notoriété et ampleur, mais c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce point-là, c'est juste de dire aujourd'hui, alors je ne vais pas franchement rentrer dans cette histoire de croissance ou de décroissance, d'accord? Mais c'est un peu ça la réflexion sous-jacente, d'accord, de ce monde qui est en croissance permanente, en volume, parce qu'on peut faire de la croissance en faisant plus de valeur ajoutée plutôt que du volume, d'accord? Et donc, et avec tous les impacts que ça peut avoir sur nos vies. Vous savez, il fait chaud ici. Hein. On n'avait pas des mois de juillet comme ça, hein, ça je peux vous le garantir, qu'on n'avait pas des mois de juillet comme ça. Moi, j'étais à Fès hier. Je pense qu'on devrait, si on ne trouve pas de solution tous ensemble, et ça aussi, voilà un bien commun, d'accord? Et si les Américains d'abord et les Chinois, pour revenir à eux, qui sont les deux plus gros pollueurs, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces questions d'environnement, on a des années un peu difficiles devant nous, quoi. Alors peut-être pas tout de suite, mais la planète brûle. Donc voilà, oui. Et donc effectivement, cette idée d'avoir des marchés, d'avoir le produit qui arrive jusqu'à chez vous, d'accord, qui est transporté de ce qu'on appelle de last mile, qui crée de la pollution, machin, etc. À quel point on met son confort personnel de recevoir un produit et un bien commun qui est le bien commun de la planète tout entière. Quelles peuvent être des solutions sur ce last mile? Hein? Ouais, non, allez, c'est pas vous. Vous m'avez donné une bonne... Vous avez bien travaillé, vous. Je ne vous ai pas posé la question. Si, vous avez intervenu tout à l'heure? Vous, mademoiselle, vous n'avez pas encore intervenu. Elle, alors. Quelles peuvent être des solutions alternatives à ce last mile? Évident. On était sur ces histoires de transport, de logistique, Je vais revenir vers vous parce qu'il y en a une qui n'a pas parlé non plus et comme elle veut parler, je lui donne la parole. Allez-y. Ouais, bien sûr. Ouais, tous les autres types différents types de transport, moins polluants, machin, etc. Et ça peut essayer de résoudre une partie du problème. D'accord? Et alors, sur nous, pour revenir sur un pays tel que le Maroc, nous, on a beaucoup de travail à faire sur la logistique. D'accord? La logistique est vraiment, quand on regarde nos coûts de logistique économie, je parle d'économie, et ça, je suis sûr que vous devez traiter ça dans un de vos cours, on est à peu près à 20% du PIB en coûts logistiques. Des pays, la norme devrait être 12-13%. Et donc, ça, on a vraiment et ça, c'est quoi? C'est de la compétitivité en moins, d'accord, qu'on peut récupérer par ailleurs. Mais ça, c'est de la compétition en moins. Donc, il faut voir toute la chaîne aussi de valeur. Alors, et c'est ça, jeune homme qui vouliez faire de la cybersécurité, j'ai annoncé juste en disant qu'il y a certaines opportunités d'investissement importantes dans le numérique,
D'accord? La cybersécurité va coûter au monde des milliards, je ne me souviens plus du chiffre, mais un chiffre assez affolant dans les années à venir à cause de ce qui se passe, des attaques, du ransomware, du malware, de ce que vous voulez, du phishing, etc., etc. Et donc, on a vraiment besoin de sécuriser un peu toutes ces applications. Et donc, la cybersécurité, clairement, le cloud, blockchain, intelligence artificielle, je reviendrai sur ça. J'ai une slide juste en intelligence artificielle pour vous, les jeunes, le IoT, Internet of Things, etc., etc. Et donc là, il y a vraiment aussi, il y a vraiment des opportunités intéressantes, je dirais, à saisir. Alors juste pour vous, ça franchement, très rapidement, nous avons certaines initiatives ici au Maroc qui sont des, alors c'est des fonds un peu de private equity, de start-up, etc. On a un élément qui vraiment manque dans la chaîne, c'est le business angel. Vous savez tous ce que c'est que le business angel, bien sûr? Yes. OK. Je vois les têtes se hocher. Alors, moi, je voudrais juste partager avec vous cette expérience-là. Quand je suis rentré en 2004 de chez Microsoft, alors d'abord, j'étais basé à Singapour. Et franchement, c'était les meilleurs 3 ans ou 3 ans et demi que j'avais passé sur les 11 ans chez Microsoft. Parce que c'est l'Asie, un marché extrêmement vibrant, en croissance. Qui dit croissance, vous voyez, je reviens sur la croissance, mais à l'époque c'était bien. Qui dit croissance dit stock options. Donc, meilleur des mondes, et surtout une culture extrêmement différente. J'ai été basé ici, je suis parti à Dubaï aussi, responsable du Moyen-Orient avant de finir à Singapour. Mais quand on est à Dubaï, on est ici, ou on est en France, à Paris, ou on est aux États-Unis, il y a beaucoup de commonalités, il y a beaucoup de points communs. La culture n'est pas très différente. Alors sur certains points, elle peut l'être. Mais franchement, quand vous vous baladez dans Rabat, ne me dites pas que vous êtes absolument dépaysé, quoi, hein, par rapport à ce que vous avez vu dans vos villes respectives. Quand vous allez en Thaïlande, c'est différent. D'accord? Et je vais ouvrir cette parenthèse. Et en fait, en arrivant en Thaïlande, donc moi j'étais responsable de la région, et j'ai eu un directeur général qui s'appelait Pirapong. Et Pirapong, reconnu dans l'industrie, une personne, vraiment un bon personnage, mais il ne délivrait pas les résultats. Et au bout de 6 mois, si l'année est finie, et comme il n'avait pas délivré les résultats l'année d'avant avant que j'arrive, je vais voir mon boss et je lui dis, écoute, je crois que je vais changer Pirapong. Et là, il me dit, Ahmed, écoute, tu sais, la culture est très différente. Prends ton temps. Donc ne le fais pas. En fait, il ne m'a pas dit ne le fais pas, mais c'était ça ce qui était implied. Et donc je ne l'ai pas fait. Donc on rentre sur l'année. 6 mois plus tard, il n'avait toujours pas fait les résultats, parce qu'on regarde les résultats tous les 6 mois. En fait, on les regarde tous les trimestres. Mais il me semblait qu'il fallait trancher dans le vif, et donc j'ai changé Pirapong. Et après, la filiale, vraiment, s'est développée d'une manière extraordinaire. J'avais ramené, tiens d'ailleurs, un Anglais qui habitait en Thaïlande, et ça s'est super bien passé. Et je me suis posé cette question que je voudrais vous poser. Quand vous êtes dans une entreprise telle que Microsoft, demain vous allez être dans une grande multinationale, ou de toute façon les sociétés françaises, beaucoup sont des multinationales, ou même dans une société qui se trouve dans plusieurs pays, est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? La culture de l'entreprise ou la culture du pays dans lequel vous vous trouvez? Vous, mademoiselle, vous n'avez pas encore pris la parole, n'est-ce pas? Hein, je vais revenir vers vous. Mais je voudrais qu'elle me donne une réponse d'abord. Oui? Prenez le micro, vous avez le micro. Et je reviens vers vous. Je pense que c'est important qu'il y ait un mélange des deux, mais en priorité la culture du pays dans lequel on se trouve. En fait, ça dépend si l'entreprise... dans quelle mesure l'activité de l'entreprise est tournée vers le pays dans lequel elle est implantée, ou vraiment à l'international, et à quelle mesure c'est adapté à chaque marché. Parce que si c'est un produit vraiment internationalisé, dans ce cas-là, plutôt la culture de l'entreprise. En fait, ça dépend vraiment le type d'activité. Je reviendrai
Alors, ce que je voulais dire, c'était que pour moi, c'était plutôt la culture de pays. Vu que si l'entreprise est localisée dans un pays, elle embauchera logiquement plus de personnes de cette nationalité-là. Et donc, quelle que soit la culture de l'entreprise, elle n'arrivera pas à faire changer les fondamentaux culturels des personnes qu'elle emploie. Intéressant. Ce n'est pas contradictoire avec ce que vous venez de dire. Hein. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut me donner un autre point de vue avant que je n'essaye de vous donner un point de vue aussi? Oui. Je ne sais pas si c'est un point de vue, mais en tout cas, c'est un exemple. Et où là, je pense que la culture de l'entreprise peut aussi jouer, même si. Parce qu'il y a des pays où il y a une culture qui est prégnante et qui, des fois, peut un peu brider le développement d'une entreprise, qui peut être basée sur un modèle qui, à l'origine, n'est pas celui qu'on retrouve dans le pays en question. Et on le voit, par exemple, quand il y a eu. Bon, maintenant, il a sauté, mais quand Carlos Ghosn a pris Nissan et qu'il a fait un plan social et qu'il a viré beaucoup de personnes, au Japon, c'était jamais vu. Tout le monde s'y est opposé. Et pourtant, aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'il a quand même sauvé l'entreprise. Yes. Donc, parfois, il faut aussi s'adapter à l'entreprise dans laquelle on est. Et aussi, donc... Vous me donnez une réponse de Normand, là. Culture de l'entreprise ou culture du pays? Vous pouvez, bien sûr, nuancer, mais moi, je veux entendre culture de l'entreprise, culture du pays. Moi, j'aurais tendance à dire culture du pays, mais vous voulez un autre point de vue. Donc, je vous dis que c'est possible aussi d'avoir culture d'entreprise. OK. Fair enough. Vous, mademoiselle. Ouais, vous. Elle est juste là. Non, juste derrière, pardon. Excusez-moi, je reviendrai vers vous. Donc préparez-vous parce que juste après elle, c'est vous. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la culture de l'entreprise. À titre personnel, si je veux travailler dans une boîte qui est dans plusieurs pays, je veux pouvoir retrouver le même esprit d'entreprise dans toutes ses filiales. Et c'est ce qui fait aussi la personnalité de l'entreprise, son esprit. Merci. Vous, mademoiselle. Je suis parfaitement d'accord et je trouve que l'identité, surtout de l'entreprise, est extrêmement importante, tout en bien sûr respectant les lois au moins du pays dans lequel on se trouve. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que les employés, en effet, qui sont dans cette entreprise, ont leur propre culture. Et c'est encore une fois comme tout, il faut un bon mélange des deux, dans des bonnes proportions. Yes. Alors, je vais vous donner mon humble avis. Est-ce que, d'abord, il faut qu'on parte il y a un postulat qu'on n'a pas énoncé, mais qui est sous-jacent à tout ce qu'on dit. Est-ce qu'on pense qu'une culture d'entreprise forte est importante pour le succès d'une entreprise? Est-ce que quelqu'un pense qu'une culture forte de l'entreprise n'est pas importante pour sa réussite? Donc tout le monde pense qu'une culture d'entreprise forte est importante. Est-ce que c'est comme ça que je lis votre... Oui, non? Ou bien il y a beaucoup d'indécis? Indécises? Ouais, c'est votre droit. Non, il a été montré, je crois que... Je parle sous son contrôle cette fois-ci, le contrôle d'éminents professeurs, que, du moins c'est ce que moi j'avais compris quand j'étais à UCLA et surtout quand j'étais chez Microsoft, qu'une culture d'entreprise forte, alors une bonne culture d'entreprise, bien sûr forte, d'accord, est un élément déterminant, d'accord, pour la réussite d'une entreprise. La culture, le leadership, les valeurs qu'on peut mettre d'ailleurs dans la culture, dépendamment de comment vous voyez cette notion, etc. Et donc, pour moi, une culture d'entreprise, par exemple, si je dis la culture, c'est que on doit être absolument transparent sur les chiffres. Prenons ça comme un point de culture. D'accord? Est-ce que parce que je vais partir en Thaïlande et que la culture locale me dit qu'il ne faut pas être transparent sur les chiffres, je vais accepter la non-transparence sur les chiffres parce que je suis en Thaïlande? La réponse est non. Et donc, ce qui me semblait juste à l'époque, et ce qui a été, au moins sur ce côté-là, sur cet exemple-là, ça a été juste, c'est que Microsoft avait besoin d'avoir la même culture d'entreprise partout, mais dans le respect de la culture locale. Et donc, par exemple, mes clients en Thaïlande, eh bien, croyez-moi que je n'avais pas la même relation avec eux que mes clients, je dirais, à Singapour. D'accord? Et donc, la discussion qu'on pouvait avoir
avec des employés en Thaïlande, à Bangkok, portés sur on avait les mêmes objectifs, les MBOs, les mêmes objectifs, on avait les mêmes, je dirais, les mêmes assessments, les mêmes évaluations, mais on le faisait d'une manière différente, dans le respect de la culture, je dirais, locale. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, ce point me semble important de garder et de construire, je dirais, des cultures d'entreprise fortes. Alors, donc voilà, donc on a plusieurs, ça, mais franchement, je ne vais pas me rester là-dessus. Ça, par contre, je voulais partager ces chiffres avec vous, qui sont juste affolants. Ça, c'est un peu les startups technologiques au Maroc. Alors, en 2022, il y a eu à peu près plus d'1 milliard de dollars, même plus, non, 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars qui ont été dépensés en Afrique. Donc ça, c'est des fonds de VC, d'accord ? 2 milliards de dollars. Le premier pays, c'est, je crois, le Nigeria, ou non, c'est l'Afrique du Sud avec 830 millions. Le Nigeria, c'est bien le Nigeria, 1,2 milliard, l'Égypte, etc. On est à 3 ou 4. Et le Maroc a eu 26 millions de dollars. Peanuts. Et donc, ça interpelle comment? Quelles sont vos réactions quand vous voyez ça? Pourquoi? Quel conseil on pourrait donner au gouvernement marocain? Alors, vous voyez, c'est 6,5 milliards, 483 milliards worldwide. Donc, l'Afrique, c'est 1,5%. Donc, gardez ça en tête pour vous qui vous intéressez aux pays africains. 1,5% de la manne technologique ou de l'investissement technologique mondial est venu en Afrique. Donc, Africase, il y a encore du boulot. Hein? Et Nigeria, ce n'est pas étonnant. L'Égypte, ce n'est pas étonnant. L'Afrique du Sud, ce n'est pas étonnant. Par contre, le Maroc, c'est très décevant. Alors, mes chers amis, vous commencez à vous endormir là. Donc, je vais revenir sur des gens à qui je n'ai pas encore fait participer. Vous, jeune homme, je ne vous avais pas encore parlé. Donnez-moi alors quelques conseils au gouvernement marocain. Vous avez un micro là. Moi, j'aurais essayé de comprendre pourquoi et quelles sont les différences dans les pays qui sont super attractifs. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au Maroc qui fait que ça ne marche pas du coup au Maroc? Ça, c'est l'approche rationnelle, vous avez raison. C'est ce qu'il faut faire. Mais là, on est entre nous, on peut se permettre de délirer, de dire plein de bêtises. Donc, dites-moi quelques-unes concernant cette technologie. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donnez-moi juste franchement. Pourquoi? Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Non, mais je pense qu'il faut travailler sur l'attractivité. Pourquoi les fonds n'arrivent pas au Maroc? Je ne sais pas. J'imagine que les entreprises sont les mêmes qu'ailleurs. Donc, on est en start-up technologique. Start-up technologique. Soit il n'y en a pas. Ouais. Déjà, ça. Commencez par si vous voulez, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que le concept MICI? Notez ça chez vous. Prenez-le comme note. Ce sont les gens de McKinsey qui ont sorti ce concept-là. C'est mutually exclusive, collectively exhaustive. MECE. M-E-C-E. Donc, quand je réfléchis à un problème, on me dit cette entreprise est en faillite, je vais essayer de comprendre et d'avoir des éléments qui sont mutuellement exclusifs l'un de l'autre et collectivement exhaustifs. Comme ça, je ne vais rien oublier et je ne vais pas avoir une répétition sur deux choses différentes.
Donc, oui, donc on peut commencer par ça en disant, bah, il n'y a peut-être pas assez de start-up. Donc, s'il n'y a pas assez de start-up, qu'est-ce qu'on fait un double-clic, Excel, qu'est-ce qu'on trouve après? Pourquoi? Oui. J'avais quelqu'un aussi qui avait demandé la parole. Allez-y. Peut-être le manque de financiarisation de l'économie et d'accès aux capitaux, notamment, on sait que le Maroc est un pays qui contrôle les entrées et les sorties, ce qui est peut-être de capitaux, ce qui est peut-être pas très attractif pour les fonds d'investissement dont le but est de faire une énorme plus-value. Intéressant. Donc là, on est en train... Non, bien sûr, ça peut être le cas. Donc on est en train de parler de réglementation, d'échange. Oui, ça peut être là. Quoi d'autre? Donc déjà, on va dire au gouvernement, monsieur le gouvernement, il faut libérer, flexibiliser votre réglementation de change, l'enlever, ou l'améliorer, ou un truc comme ça. D'accord. Beaucoup d'industriels seraient... Vous soutiendrez sur cette proposition-là. Oui. Je suis pas sûr du tout, mais peut-être, si on analyse géographiquement la carte, peut-être que les fonds ils sont plus intéressés par l'Égypte ou le Kenya, parce que l'Égypte peut travailler avec le Golfe, le Kenya avec l'Asie, le Maroc pourrait très bien travailler avec l'Europe, je suppose, et actuellement peut-être qu'ils capitalisent pas assez leur relation avec l'Europe. Je vais m'arrêter sur ce point-là. On est en quoi? Alors, restez, gardez le micro. On parle de quoi? Est-ce que je suis en train de fabriquer des Pampers que je vais exporter dans ces pays-là? Ou je suis en train de développer peut-être une application FinTech que je vais pouvoir déployer dans le monde entier? D'accord? Donc, vous avez répondu à la question. Donc, non, je ne pense pas que la géographie, dans ce cas, d'accord, par rapport au marché adressable, parce que dans la technologie, le marché adressable, c'est le monde. D'accord? Mais bon, franchement, c'est bien. C'est bien parce que ça n'aurait pas été, on ne serait pas dans un écosystème de start-up technologique. Votre remarque est absolument pertinente. Absolument pertinente. Oui. Après vous, j'ai juste une demoiselle qui m'a demandé la parole, là, tout de suite. Il y a l'environnement des affaires dans tous les pays. L'Afrique du Sud, elle a un écosystème hérité du Royaume-Uni, donc ils ont un respect du contrat, alors qu'au Maroc, il y a beaucoup de corruption et beaucoup de bureaucratie. Et quand on fait du capital risque, on regarde le risque et la bureaucratie, le risque de perdre son capital... S'il s'ajoute à l'aspect technologique qui est déjà très risqué, moi, j'investis pas, personnellement. Vrai. Non, vrai. Oui, c'est à vous. Non, je vais juste faire un commentaire sur ça. Nous avons un environnement des affaires qui est perfectible. D'accord? Nous avons beaucoup progressé. Prenez le doing business sur les dernières... D'ailleurs, ils ont arrêté le doing business. Mais quand vous prenez la progression sur le doing business, on était à la fin 37, 40e au monde. Donc on n'est pas si mal que ça. La corruption, vrai problème qu'il faut qu'on change. Et une des façons de le faire, nous avons l'instance de la lutte contre la corruption pour le... Comment on l'appelle cette instance? À chaque fois, je n'arrive pas à trouver le nom. La probité. Voilà, l'instance de la probité, etc., qui a été finalement mise en place, et je pense qu'on va s'améliorer. Mais c'est un vrai sujet. Le contrat, par contre, le Maroc a mis, depuis l'IoT déjà, je dirais des règles. La propriété, par exemple, privée est absolument respectée ici au Maroc. Pire que... Enfin, heureusement, c'est le système conservation foncière, cadastre que vous avez. Les contrats sont enforced, d'accord? Donc, ce n'est pas tellement ce problème-là. L'environnement des affaires, ça, la réglementation, etc., et peuvent poser problème. Oui? Mais ça va reprendre un peu tout ce qu'on dit depuis le début, mais mettre un environnement propice avec des clusters pour pour tisser des liens entre l'éducation, le service juridique. Donc vous êtes en train de parler de quoi, concrètement? En faisant ça, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi le output du système? C'est mutualiser toutes les ressources. C'est pas l'output.
Ça, c'est le moyen. L'output du système. En mutualisant les ressources, je fais quoi? Quel est le résultat? On crée des opportunités. Ouais. Et donc on donne la chance. C'est l'offre. D'accord? Et donc c'est un problème d'offre. D'accord? L'offre je dirais, d'opportunités technologiques ou d'opportunités d'entrepreneuriat ou d'entreprises technologiques qu'on peut proposer à ces VCs. Oui? Je vais vous donner... Oui, juste... Allez-y. On parle d'un problème d'offre. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi sur la demande au Maroc, étant donné que les levées de fonds en Afrique sont majoritairement dans le secteur des fintech? On sait qu'au Maroc, il y a un univers bancaire qui est assez mature. Et du coup, ils n'ont pas forcément non plus besoin de développer des... C'est un très bon point, monsieur. J'allais venir à ça. En fait, ce n'est pas que c'est mature, on n'a pas besoin. On a toujours besoin. C'est un peu le problème dont on a parlé tout à l'heure, de réglementations qui sont averses ou qui sont défavorables, je dirais, à de la rupture technologique dans certains domaines. Absolument. Et d'ailleurs, juste, c'est le Y Combinator, c'est ça? Hein, il s'appelle bien. Vous avez entendu parler du Y Combinator? Le Y Combinator, c'est l'incubateur le plus connu au monde qui se trouve à New York. D'accord? Il y a 2-3 ans, il avait accepté d'accélérer 10 entreprises africaines. Sur ces 10 entreprises africaines, 8 auraient été illégales au Maroc. Voilà. Donc, on revient à cette histoire, je dirais, d'environnement. On a des noms connus d'entreprises qui ont commencé ici, qui ont dû s'exporter à Dubaï. D'accord? Et donc, voilà. Donc, c'est ça un peu ce que explique cette slide-là. Avant-dernière slide. Non, ce n'est pas l'avant-dernière. Enfin, voilà. Ça, franchement, je ne vais pas on en a parlé, on l'a enlargé en travers. Qui est-ce qui expliquerait le caractère embryonnaire de l'écosystème? Le cadre réglementaire, j'en ai parlé longuement. La structure de gouvernance complexe. La corruption doit être quelque part. Voilà. Les plusieurs flocages de la corruption, la bureaucratie et autres. Alors, encore une fois, moi, je me permets de parler librement de tous ces sujets-là, parce que vous connaissez tous le CESE français, non? Voilà, donc on est l'équivalent du CESE français. Et donc nous, on représente la société civile organisée, donc on se permet de prendre des positions extrêmement critiques, parfois même un peu trop critiques, d'accord? Sur certains sujets. La bonne nouvelle au Maroc, c'est que tout le monde, ou presque tout le monde, va reconnaître qu'il y a du chemin à parcourir sur ces différents points. Et donc, ce qui est vraiment remarquable dans ce pays, c'est qu'on ne joue pas l'autruche. Et donc, on arrive. Alors, ça nous prend du temps, d'accord, pour améliorer ces différents points. Mais vraiment, je dirais, on y arrive pas trop mal. Et donc, les leviers actionnés, premier point, c'est renforcer l'esprit d'entrepreneuriat. Vous en avez parlé, d'accord, quand, mademoiselle, vous avez parlé de l'université, des centres, etc. Moi, je pense que l'université ne fait pas... Ils ont commencé maintenant. Tiens, voilà encore un exemple où on a pris le taureau par les cornes. Et aujourd'hui, on commence à avoir des modules d'entrepreneuriat qui sont dans les entreprises, dans les universités. Il y a des parcours d'entrepreneuriat, etc., qui sont faits. L'ENSIAS, j'étais il n'y a pas longtemps, c'est une école nationale supérieure des systèmes d'information et je ne sais pas quoi. Et donc, ils ont un parcours entrepreneur. Donc ça, c'est bien. Et il faut célébrer aussi les victoires, ce qu'on ne fait pas assez au Maroc. On est un peu dans la même culture que vous en France. Vous n'aimez pas beaucoup les gens qui réussissent. D'accord? Et donc, parfois, écoutez, il faut que les gens qui réussissent soient plus reconnus pour ce qu'ils font. Si vous pouvez peut-être regarder cette slide, juste ça reprend un peu l'écosystème d'innovation dont je parlais. Vous avez l'entrepreneur qui est au centre, et bien sûr, il y a les universités dont on a parlé tout à l'heure. Il y a le financement, la réglementation, les événements, les mentors, etc., le support. Et vous mettez tout ça ensemble, ce qui me fait penser à revenir
sur cette histoire de financement. J'avais commencé cette histoire quand je suis rentré d'Asie. Donc je rentre en 2004. Personne ne m'avait demandé de rentrer. Mais j'ai vu le Maroc changer. Et en fait, parce que Sa Majesté était venue en 99, et donc il y avait un nouveau Maroc qui se déployait, vraiment. Sur la gouvernance, par exemple, le nouveau concept de l'autorité, les grands projets. J'espère que vous avez vu un peu tout ce qu'on a construit comme infrastructure. Moi, je dis que maintenant, il est temps qu'on arrête de construire autant d'infrastructures et qu'on passe du hardware au software. D'accord? Le hardware, c'est l'infrastructure. Le software, c'est le brain, c'est l'innovation, c'est la culture, c'est l'être humain. Et donc, je vois ce Maroc se déployer. Un jour, je me lève, je me dis, bon, je ne peux pas rester en dehors de tout cela. Il faut que je rentre. Et donc, je rentre et j'essaie de trouver un boulot. Et en fait, j'ai lancé une petite structure que j'avais appelée ASD, qui s'appelait Advanced Scientific Development. Et ASD, c'était un business angel, en fait. Comme j'avais un peu d'argent à l'époque, j'ai commencé à faire le tour des universités marocaines pour trouver des chercheurs qui avaient des idées intéressantes, qui pouvaient donner lieu à un brevet, qui pouvait ensuite être commercialisé, donc une innovation, je dirais, qui pouvait ensuite devenir une invention qui devait devenir une innovation, etc. Et donc, je rencontre ce chercheur, différents chercheurs d'ailleurs, hein, mais il y en a un avec qui on a fait affaire, et on a sorti il y a 8 mois maintenant un médicament, d'accord, financé par justement cette petite structure, qui est un antibiotique qui combat les résistances. Donc, vous voyez, mais alors, vous allez me dire, mais je suis rentré en 2004, on a sorti le médicament en 2022, et donc il a fallu 18 ans. Eh bien, c'est ça l'environnement. Ça peut être une explication, si vous voulez, de la faiblesse ou de la vitesse de développement d'un pays comme le nôtre, comparé à certains pays plus avancés. Les États-Unis, c'est le top, et puis d'autres pays aussi, parce que ça demande trop de temps, trop de réglementation, beaucoup de choses à faire. Et donc voilà. Donc, mais voilà une idée qui aujourd'hui s'est matérialisée sur le marché. Alors ensuite, juste, je vous ai parlé de ce. Ça, c'est pour mes amis qui veulent ce qu'on appelle le hype cycle du Gartner, qui prend chaque année différentes technologies. Pour mes amis qui veulent investir dans la tech, ça vaut la peine de regarder ça. Et qu'ils les mettent. Est-ce qu'ils sont vraiment au niveau du trigger d'innovation? Est-ce qu'ils sont dans ce qu'ils appellent peak of inflated expectations? C'est-à-dire que les gens attendent beaucoup de ces technologies, mais peut-être que ça ne va jamais se réaliser. Et puis ça descend vers un plateau, enfin ça descend vers désillusionment, c'est-à-dire la désillusion, et ça peut repartir comme ça peut ne pas repartir. Donc, mais ça peut vous donner une idée de ce qui est prévu dans les dernières slides. Et là, je vais vraiment vous faire travailler. On va parler un peu d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Dites-moi. C'est bien, mais ça fait peur. Dites pourquoi? C'est bien parce que ça permet d'être beaucoup plus efficace, mais ça fait peur parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Oui. Donc, parlons d'opportunités. C'est quoi les opportunités pour vous? Puisque c'est ça le côté bien. C'est vrai? Le bien, c'est les opportunités que ça permet. Qu'est-ce que ça permet comme opportunité? Oui, je le disais, être plus efficace au travail. Oui. Ouais, même aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans nos recherches. Oui. Tout le monde utilise ChatGPT? Oui.
C'est bien. Et non, moi, je le vois surtout sur l'aspect efficacité et même rapidité d'avoir la bonne réponse à une question qui peut être plus ou moins large. Non, bien sûr. Vous savez, en fait, l'intelligence artificielle, il y a deux composantes principales sous-jacentes de l'intelligence artificielle. C'est quoi les deux composantes? Les données. Data, oui, données. Quoi d'autre? Deuxième composante. Données et accessibilité. Non, qu'est-ce qui fait cette... Ouais, c'est les algorithmes. Les algorithmes. Donc en fait, vous pouvez avoir de très très bons algorithmes, donc il faut de très bons ingénieurs. Mais si vous n'avez pas assez de data pour que le système devienne plus intelligent, vous avez un système qui est réduit. Et donc, quand on parle d'opportunité, je suis d'accord. Donc, que ce soit au niveau de l'efficacité, d'analyse de données massive. Quoi d'autre? Sur la personnalisation de services, par exemple. Quand vous allez sur Google, est-ce que vous, mademoiselle, quand vous allez sur Google, oui, est-ce que vous pensez que le menu que vous avez, c'est le même que votre voisin? Est-ce que les articles qui se suivent sur Google, vous voyez ce que le petit Google là? Tout. Vous avez il propose plein d'articles. Est-ce que c'est la même chose que votre voisin? Est-ce que vous avez déjà fait ce test avec votre voisine? Alors non, on n'a jamais fait le test, mais je pense que peut-être que ça doit être personnalisé en fonction des recherches qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Donc ils vont personnaliser ça au maximum, et donc on va voir tous des trucs personnalisés. Donc, quand on regarde aujourd'hui, quels sont à votre avis les domaines sur lesquels l'intelligence artificielle va avoir le plus d'impact? Vous, jeune homme, je ne vous ai pas entendu. Tiens, je vous ai remarqué. L'informatique. Non, je sais pas, la tech, mais il y a plein de technologies qui vont se développer à partir de ça. Donc ça. Ça peut être la finance, les transports, les infrastructures, la technologie qu'on utilise au quotidien aussi. Moi, j'essaie je suis citoyen. Moi, je suis un citoyen. Et je me dis, j'ai des besoins dans un environnement. Cette intelligence artificielle dont tout le monde me parle, à quoi elle me sert au quotidien? Dans quel domaine je vais la rencontrer? Ça dépend, l'éducation aussi. Bien sûr. Tout. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va ne plus en avoir besoin dans l'avenir? Non, bien sûr que non. Il y aura des personal teachers, assistants de chacun, etc. On va avoir des gens qui vont venir les aider, oui. Autre secteur. Est-ce que... tous les secteurs où il y a déjà de la technologie. Je voudrais juste faire un commentaire. Vous savez, moi, quand je travaillais chez Microsoft, et on avait tous ce mantra, Bill Gates en tête, en disant, grâce à l'ordinateur, on va transformer la façon dont nos enfants apprennent. C'est vraiment l'Eldorado, c'est les technologies de l'information in the classroom. 30 ans plus tard, on se rend compte de quoi? Qu'il n'y a pas d'Eldorado, qu'on n'a pas transformé, et que donc l'impact de ces technologies de l'information dans la classroom, dans la classe, est resté vraiment limité. Donc l'apprentissage est resté vraiment limité. Même les gens qui ont fait vraiment des déploiements massifs, etc., c'est resté limité. Par contre, sur l'intelligence artificielle, on a un peu plus d'espoir. D'accord? Avec ces façons, par exemple, si je vais apprendre des mathématiques, je vais apprendre aux gosses de faire des calculs, machin, etc., peut-être qu'il y a un moyen un peu plus intelligent de leur faire les calculs, et j'ai quelqu'un qui est en assistant, qui va venir m'épauler dans cette tâche. Autre secteur. Citoyen. Tu as besoin de quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dit médecine? Oui? Alors, développer. Allez-y.
grâce à l'intelligence artificielle, on peut analyser un certain nombre de données bien plus rapidement qu'auparavant. Est-ce que c'est la rapidité qui compte? Si moi je suis en... Vous avez pris l'exemple d'un médicament que vous avez pris 18 ans. Dans ce sens, oui, le développement des médicaments. Dans le développement des Absolument. médicaments, adapter la prise en charge des patients de manière beaucoup plus fine pour que ça s'adapte à la personne et que ça ne soit pas seulement des prises en charge de masse. Absolument. On a beaucoup d'espoir qu'on va raccourcir je dirais le développement des médicaments avec de nouvelles molécules, etc., grâce un peu à toutes ces... Parce qu'il y a telles données, etc., qui sont disponibles, mais que juste qu'on n'arrive pas à analyser, que ça peut vraiment se faire. Mais il y a vraiment un vrai domaine dans la médecine auquel moi je fais référence souvent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Diagnostic maladie. Prenez un radiologue, qui peut être le meilleur radiologue au monde. Vous lui donnez un scan, une IRM. S'il est le meilleur radiologue au monde, il a de fortes chances de trouver la bonne réponse, mais il peut se tromper ou il peut être à côté. Ou avec une machine qui, elle, a eu des millions de scans et d'IRM, elle va trouver la solution, le résultat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On vire le radiologue? Non, encore une fois, on se fait assister. C'est pour ça que moi, le danger existe, et on va en parler, parce qu'il y a d'autres dangers. Mais moi, je pense que cette combinaison homme-machine peut être extrêmement, je dirais, intéressante. Et c'est un peu ce que j'avais capturé dans cette première, c'est de dire, et vous avez tous parlé de santé, de transport, de finances, etc. Donc ça, on n'en parle plus. Quelles sont les menaces, selon vous? Oui. Alors, non. Alors, je vais rectifier ça parce que c'est important. Alors déjà, l'homme a toujours besoin de créer des algorithmes. C'est-à-dire, l'algorithme ne peut pas se créer lui-même. Ce qui peut se passer, c'est que, ce que vous faites référence à, c'est que l'algorithme que nous avons peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire, il peut s'enrichir sans que l'homme ne soit capable de contrôler. C'est ça dont vous parlez? C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. D'accord? C'est General Artificial Intelligence. Ce qui est différent de l'intelligence artificielle générative qu'on a aujourd'hui au niveau de ChatGPT. Juste qu'on se comprenne. Et donc, l'intelligence artificielle générative que nous avons au niveau de ChatGPT, qui a vraiment fait un saut extraordinaire avec GPT-3, d'accord, va continuer à évoluer à une manière extraordinaire. Nos amis de Google ont aussi des choses extraordinaires aussi, qui n'ont pas sorti, ça va se faire. L'intelligence générale artificielle générale, c'est là un peu cette idée que les machines demain vont détruire l'homme, vont tuer l'homme. Franchement, on est encore très très loin. Alors il y en a qui vous disent 20 ans, 30, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas la boule de cristal là-dessus, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui sont préoccupantes. Est-ce que vous avez entendu parler de cette... de ChatGPT d'ailleurs, je crois, qui à un moment, on lui a appris plein de choses, parce qu'on est obligé d'apprendre plein de choses à ces machines-là, en données, et qu'un jour, on lui a posé une question sur la chimie, et il a été absolument au top pour répondre, je dirais, sur la chimie. Vous avez entendu parler? Voilà. Parce qu'on lui a appris beaucoup de choses en anglais, et un jour, il a commencé à répondre en farsi. On lui a posé la question, et il a répondu en farsi. Et donc, personne ne lui avait demandé d'apprendre, je dirais, en farsi. Et c'est ce qu'on a appelé les capacités émergentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on a appelé ces capacités émergentes qui se trouvent dans l'algorithme, qui vont un peu vers ce que vous dites, jeune homme. D'accord? Vers un peu cette idée de est-ce qu'il peut y avoir des algorithmes qui s'enrichissent par eux-mêmes. D'accord? C'est un peu cette capacité émergente. D'accord? Je vous ai entendu là-dessus. Quoi d'autre? Quel genre de menaces, de problématiques on peut avoir? Qui est-ce qui n'a pas encore participé avec moi cet après-midi? Levez les bras. Levez la main.
Vous, mademoiselle, vous n'avez pas encore participé. Quel genre de menaces, de défis, etc. Lié à l'intelligence artificielle, Ouais. ou ChatGPT en particulier. Non, intelligence artificielle, d'une manière. Vous pouvez parler de ChatGPT si vous voulez. Mais vous parlez pour qui? Pour le Maroc en particulier? Ou pour Non, tout le d'une monde manière générale. Vraiment d'une manière générale. Eh ben, je dirais que de manière générale, l'intelligence artificielle nous oblige à revoir notre rapport au travail et à certains métiers qui risquent de disparaître, en tout cas. Avec, Donc c'est la perte d'emploi qui vous pose problème. Oui, exactement. Oui, ouais. Il y a certains métiers qui risquent de disparaître. Mais est-ce qu'on ne va pas en créer d'autres? Et ben, le problème, c'est que les emplois qu'on va supprimer, les personnes qui pouvaient pouvoir ces emplois, c'est peut-être pas les mêmes personnes qui vont pouvoir voir les emplois qu'on va créer après. Vrai. Donc on peut avoir de l'obsolescence. C'est pour ça que, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont inventé, la Silicon Valley, pour répondre à cette problématique humaine terrible, à ce drame humain, s'il arrive, hein, parce qu'après on pourra parler des ludites, etc. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont inventé? Quelle est leur solution, à votre avis? Elle est monétaire. Oui, bien sûr, merci. C'est le revenu universel. Ils disent, nous, on va tellement gagner d'argent, d'accord, qu'on va se permettre de payer des gens à ne rien faire. Je caricature, d'accord? Pensez que c'est important de... Est-ce que le travail est important ou c'est l'argent qui est important? Bon, long débat, je pense que vous connaissez la réponse. D'accord? Pour moi, le travail est structurant. D'accord? Ça fait partie, je dirais, de notre vie en tant qu'être humain. Oui? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il faut les challenger autrement. C'est vrai. Bon, il y a plein d'autres menaces. La cybersécurité, vous avez entendu parler de cybersécurité? Vous qui voulez faire de la cybersécurité, hein? D'accord. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de alpha persuasion, la persuasion? Imaginez que vous avez un logiciel d'intelligence artificielle en face de vous. Ou imaginez que vous, jeune homme, on est en train de se persuader l'un l'autre. Vous me donnez des arguments, je vous donne des contre-arguments, vous me donnez des arguments, des contre-arguments, et je veux vous emmener vers un point qui, pour moi, est important. Je vais réussir, peut-être je ne vais pas réussir. Imaginez qu'il y a une machine, moi, c'est plus moi, c'est une machine, qui vous connaît bien, puisque vous avez toutes votre données sur les différents sites, qui sait qu'est-ce que vous lisez, ce que vous avez machin, et est-ce que vous pensez que vous pourriez avoir la même discussion par rapport à, cet objectif de persuasion avec moi et avec la machine? La réponse est non. C'est-à-dire que demain, on risque d'avoir des machines qui vont nous persuader, d'accord, et ce qu'ils appellent de alpha persuasion, sur beaucoup de choses qui, c'est-à-dire, c'est de... Comment on pourrait appeler ça? C'est de la manipulation mentale presque. D'accord? Et donc ça, il y a un véritable, je dirais, risque là-dessus. Quoi d'autre? Le biais algorithmique. Vous avez entendu parler des biais algorithmiques? Parce qu'on développe ces algorithmes et la machine sort des résultats et on ne sait pas très bien comment elle les a sortis. D'accord? Et donc là aussi, je dirais, ça peut poser problème. Parlez-moi de la voiture autonome. La voiture autonome, c'est de l'intelligence artificielle. On est d'accord, plus ou moins. Il y a de l'intelligence artificielle, c'est clair. Couplé à d'autres choses, mais demain, est-ce que c'est la responsabilité? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident demain? Oui? Oui, bien sûr. Bien sûr. La question de la responsabilité. Et ça, vous pouvez l'étendre à différents secteurs. Donc la question de la responsabilité se pose, vraiment. Qui est-ce qui demain est responsable de quoi? Et comment on fait? On invente de nouveaux systèmes d'assurance pour nous assurer que cette responsabilité est prise en compte. J'ai fini, pratiquement. Bon. Il y a un point dont on n'a pas parlé, un des défis de cette intelligence artificielle,
c'est les ressources. Hein. On va avoir besoin de plus en plus de personnes bien formées, etc. Pour revenir. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais vous interpeller avant qu'on arrête. Est-ce que, pour vous, parlons Africase. C'est bien de finir sur ça. Si demain, l'intelligence artificielle devient pervasive, partout, quels sont les premiers perdants ou quels sont les plus grands gagnants? Africase, Americas, Europe, qui? Hein? Ouais, China aussi. Ah, tiens, pensez China? Ouais. Et qu'est-ce qui peut freiner China? Non, il va y avoir des freins. Cette idée de tout contrôler. Donc, ils ne permettront pas à des machines d'aller faire n'importe quoi s'ils ne savent pas ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Un grand nombre, sur certains sujets, mais pas sur l'ensemble des sujets. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, on verra le résultat des courses, mais là, c'est un sujet intéressant. Mais qui vont être, à votre avis, ceux qui ont le moins de chances de réussir? Africas ou Europe ou Americas? Il y aura toujours besoin. Merci. Il y aura toujours besoin pour les révolutions numériques, typiquement d'envoyer du monde à la mine et d'envoyer du monde dans les camions pour transporter les matières premières. On n'arrête pas de parler de révolution numérique pour faire la révolution verte, mais c'est une utopie. On n'a jamais eu besoin d'autant de matières premières et d'externalités négatives sur l'environnement que pour les petits téléphones qu'on a. Voilà, donc, en fait, on va aller vers un phénomène d'expulsion. C'est ce qu'il y a Sassen, une sociologue américaine qui a écrit ça il y a une quinzaine d'années, qui disait qu'avec le capitalisme et les révolutions numériques, on allait laisser de côté de plus en plus de personnes, les personnes qui en réalité n'ont pas accès au capital, n'ont pas accès à la connaissance. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va s'accélérer ou pas? Non. Est-ce qu'on va laisser de côté plus de gens qui n'ont pas de capital? Je pense qu'on laissera de côté de plus en plus de personnes, c'est évident. Et donc c'est ça. Ça, c'est vraiment le point avec lequel je voulais finir. D'abord, dans chaque société, d'accord, si on ne trouve pas des mécanismes, là, on va poser encore plus les inégalités dans les pays et on va poser encore plus les inégalités entre pays. Et ça, c'est un vrai risque que nous avons. Et ce n'est pas bien pour l'humanité tout entière. Merci beaucoup à vous tous. Avant que vous partiez, on va faire une photo rapide avec. Donc, je voudrais d'abord remercier le président pour son intervention, vous tous pour votre participation. Si vous pouvez encore attendre juste une minute, on fait une photo. Et ici, où est-ce qu'on fait la photo? Myriam, on fait la photo où? Tu voulais qu'on fasse la photo? Qui est-ce qui fait la photo? Qui est là? Parce que là, on ne va pas les tenir trop longtemps. Est-ce que vous pouvez faire la photo tout de suite? À dehors? Bon, on va essayer de faire une photo dehors alors. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Very good.